Participant au 8e sommet de la sous-région du Grand Mekong, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présenté des propositions pour développer des corridors économiques de nouvelle génération. La situation socio-économique des 10 premiers mois de l'année est positive. L'inflation est maîtrisée avec une forte hausse des exportations. Andy Solomon est un photojournaliste présent au Vietnam dès le début du renouveau. Il a trouvé des choses spéciales qui l'ont retenu longtemps. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au journal francophone. Voici tout de suite les actualités du jour. Suite à l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, le secrétaire général du Parti communiste vietnamien Tô Lâm, le président de la République Luong Quang et le Premier ministre Pham Minh Chinh lui ont adressé aujourd'hui des messages de félicitations. Dans ces messages, les dirigeants vietnamiens réaffirment l'importance stratégique des relations avec les États-Unis et se déclarent confiants dans le fait que sur la base des liens solides établis par les générations des dirigeants des deux pays et avec le soutien renouvelé du président Trump, le partenariat stratégique intégral Vietnam-États-Unis continuera de s'approfondir au bénéfice des deux peuples, de la région et du monde. Le 8e sommet de la sous-région du Grand Mekong GMS s'est ouvert ce jeudi à Kunming en Chine, réunissant les représentants de 6 pays, Cambodge, Laos, Myanmar, Thaïlande, Vietnam et Chine. S'exprimant lors du sommet, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré qu'il était temps pour le sommet de la GMS de se concentrer sur le développement de corridors économiques de nouvelle génération, axés sur l'innovation. Il a affirmé que le Vietnam continuerait de coopérer étroitement avec les pays membres et les partenaires pour construire une sous-région du Grand Mekong axée sur l'innovation, la créativité, le dynamisme, le développement durable et la prospérité pour chaque pays et pour tous. Le 8e sommet a adopté la déclaration commune et la stratégie d'innovation pour le développement du GMS jusqu'en 2030. Toujours à Yunnan, le Premier ministre vietnamien a participé à 2 autres sommets régionaux. Thu Yen résumé en bref. Participant au 10e sommet de la stratégie de coopération économique Ayeyarwady Chao Phraya Mekong à Mekh, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présenté une vision ambitieuse pour renforcer la coopération régionale. Pham Minh Chinh a souligné l'engagement du Vietnam à participer activement au développement de la Mekh. Il a proposé 6 axes stratégiques pour donner un nouvel élan à cette coopération régionale. Ces propositions ont reçu un accueil favorable des autres dirigeants qui les ont intégrées dans des documents finaux du sommet. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a ensuite participé au 11e sommet de coopération Cambodge, Laos, Myanmar, Vietnam sur le thème « Promouvoir l'amitié et la solidarité pour une communauté résiliente et prospère ». S'exprimant lors de la conférence, Pham Minh Chinh a déclaré que l'actuelle ère de la connexion et de l'innovation était un moment idéal pour créer une percée dans la coopération entre le Cambodge, le Laos, le Myanmar et le Vietnam. Le chef du gouvernement vietnamien a suggéré que les 4 pays se concentrent à faciliter le commerce et les investissements, en particulier dans les zones frontalières et reculées, à simplifier les processus douaniers et à améliorer les connexions routières et logistiques. Récemment, l'Office général des statistiques a publié le rapport sur la situation socio-économique du mois d'octobre et des 10 premiers mois de cette année. Le rapport met en évidence des résultats positifs dans de nombreux domaines. Précisément, la macroéconomie est stable et l'inflation est maîtrisée. Les exportations, la production industrielle et les investissements directs étrangers ont tous fortement augmenté. Le commerce extérieur a été le point fort de l'économie vietnamienne au cours des 10 derniers mois. Les exportations et importations ont atteint plus de 647 milliards de dollars, avec une hausse
de 15,8% par rapport à la même période de l'année dernière. Notamment, 31 produits ont atteint des valeurs d'exportation de plus d'1 milliard de dollars, ce qui représente 92,6% du chiffre d'affaires total des exportations. Les entreprises du textile et de l'habillement ont bénéficié de coûts d'intrants plus faibles et d'une augmentation des commandes, grâce à des conditions favorables sur le marché mondial. Les indicateurs économiques ont montré une croissance plus rapide que prévu. Cela confirme nos prévisions optimistes selon lesquelles la croissance du PIB du Vietnam pourrait dépasser 7%, marquant le taux le plus élevé de la région ASEAN. La stabilité macroéconomique et l'amélioration de l'environnement des affaires ont contribué au décaissement des idiots, estimé à près de 19,6 milliards de dollars depuis le début de l'année, soit une augmentation de 8,8% sur un an. L'indice de production industrielle a également connu une croissance impressionnante. Un contrôle efficace des prix a permis de maintenir l'augmentation moyenne de l'indice des prix à la consommation sur 10 mois à seulement 3,78%, restant dans la limite cible. Grâce à cela, les recettes totales du budget de l'État au cours des 10 derniers mois ont atteint plus de 1,6 million de milliards de dons. Ces résultats reflètent les efforts persistants du parti, de l'État, des entreprises et du peuple dans le contexte d'instabilité mondiale. Une croissance positive dans tous les secteurs au cours des 10 derniers mois est essentielle pour atteindre les objectifs de croissance annuelle. L'un des points positifs de l'économie vietnamienne est le nombre de visiteurs internationaux au Vietnam au cours des 10 derniers mois. Les arrivées internationales ont atteint 14,1 millions, soit une hausse de 41,3% en glissement annuel. Ces résultats renforcent les attentes selon lesquelles l'économie dépassera les 500 milliards de dollars l'année prochaine, améliorant ainsi la position du Vietnam dans la région et dans le monde. Au cours des 3 premiers trimestres de cette année, le décaissement des capitaux d'investissement public à l'échelle nationale n'a atteint que près de 47,3% du plan assigné par le Premier ministre. La période de fin d'année est cruciale pour réaliser l'objectif de décaisser plus de 95% des capitaux publics prévus pour l'année en cours. Reportage réalisé dans la province de Nghệ An au centre, l'une des premières localités du pays en termes de décaissement des investissements publics. La route reliant Vinh à Cửa Lò est l'un des 3 projets clés dans la province de Nghệ An qui ont été achevés près d'1 an avant la date prévue. C'est le résultat d'une collaboration harmonieuse, de la libération de terrain au décaissement de fonds, en passant par les travaux de construction. Chaque semaine, nous organisons des inspections sur le site et chaque mois des réunions avec les constructeurs pour trouver des solutions. Les autorités de Nghệ An ont créé 4 groupes de travail afin d'éliminer les obstacles et d'accélérer le décaissement d'investissements publics. Grâce à cela, à la fin du 3e trimestre, Nghệ An a atteint un taux de décaissement de fonds publics de plus de 62%, figurant parmi les premières localités du pays en la matière. Le transfert de capitaux entre les projets financés par le budget de l'État s'est fait depuis le mois de juin et de manière continue afin d'assurer le bon décaissement des investissements publics. Des mesures drastiques seront prises d'ici la fin de l'année. Un des facteurs décisifs réside dans la proactivité et la détermination des autorités de ville et province. À la fin du 3e trimestre de cette année, le décaissement d'investissements publics a connu des progrès positifs dans 13 ministères et 40 localités. Il reste encore 31 ministères et 23 localités qui ont connu un très faible taux de décaissement. La nouvelle loi sur le logement a assoupli les conditions d'achat de logements sociaux, les rendant plus accessibles aux acquéreurs. Ces conditions favorables ont également motivé les investisseurs à se joindre au projet et à lancer davantage de projets de ce type sur le marché. Cependant, plusieurs projets de logements sociaux sont toujours confrontés à des défis. Situé au milieu d'une zone résidentielle densément peuplée de Hanoï, ce terrain était à l'origine destiné à un projet visant à fournir des logements abordables aux policiers à faible revenu. C'était il y a plus de 10 ans.
La ville étudie actuellement des plans pour le convertir en un projet de logements sociaux de 77 appartements. J'habite ici depuis 40 ans. J'espère que le projet sera bientôt mis en œuvre. Malgré sa position au centre de la ville, le retard du projet provient de la largeur insuffisante de la route d'accès. L'entrée ne peut accueillir que 2 motos côte à côte, ce qui est inférieur au minimum de 3,5 mètres requis pour la conformité à la sécurité incendie. Il y a encore 3 à 4 ménages qui bloquent la route, la rendant trop étroite. Nous proposons que les autorités locales se coordonnent avec les investisseurs pour trouver une solution afin que le projet puisse se poursuivre. Un représentant du service de la construction de Hanoï a indiqué que la ville compte 69 projets de logements sociaux en cours ou en préparation. Les responsables compilent et examinent les défis de chaque projet pour trouver des solutions, dans le but d'augmenter l'offre globale de logements sociaux. La ville envisage également d'ajouter une quinzaine de fonds fonciers pour créer des zones de logements sociaux indépendants à grande échelle. La sélection des investisseurs est un défi. Hanoï a proposé des réformes pour simplifier les procédures administratives et réduire le temps nécessaire à la sélection des investisseurs pour une mise en œuvre plus rapide. Hanoï exige que 25% des terrains des projets de développement de logements commerciaux soient alloués au logement social. Cependant, ces derniers temps, de nombreux projets ont connu des retards. Si des solutions efficaces sont mises en œuvre, l'offre de logements sociaux pourrait considérablement s'améliorer. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Nous continuons le journal avec une bonne nouvelle. Les 2 pilotes impliqués dans un crash d'avion militaire survenu le 6 novembre lors d'un vol d'entraînement au-dessus de la province de Bình Định au centre ont été retrouvés sains et saufs. Le colonel Nguyễn Văn Sơn, chef du régiment de l'armée de l'air 940, et le sous-colonel Nguyễn Hồng Quân ont réussi à sauter en parachute. Ils étaient dans un état stable et ont été évacués de la montagne. Actuellement, le pays compte 34 parcs nationaux qui jouent un rôle important dans la protection de la biodiversité et de l'environnement. L'enjeu pour les parcs nationaux au Vietnam est de mobiliser la population locale à la protection de l'environnement, tout en leur apportant des moyens de subsistance durables et efficaces. Plusieurs modèles ont été mis en place avec succès dans le parc national de Xuân Thủy, le premier site Ramsar du Vietnam. Tout de suite, les détails. La famille de M. Trần Văn Thịnh s'est vu confier plus de 10 hectares d'étangs dans le parc national de Xuân Thủy pour élever des crevettes selon le modèle bio. Les aliments sont d'origine naturelle. L'élevage de crevettes doit respecter toutes les réglementations sur la protection des forêts. Protéger la forêt, c'est-à-dire que pour élever des crevettes, au lieu d'abattre des arbres, il faut en planter de nouveaux. Il faut atteindre une couverture forestière de 45 à 50% pour pouvoir investir dans l'élevage de crevettes bio. Bien que l'élevage bio prenne plus de temps que les méthodes traditionnelles et que le rendement soit moins élevé, les crevettes se vendent mieux. Ces crevettes bio sont de meilleure qualité et de plus grande valeur économique. Avec mes 10 hectares d'élevage de crevettes, chaque année, notre famille engrange un bénéfice allant de plus de 400 millions de dong à 1 milliard de dong chaque année. L'écosystème de mangrove est également propice au développement de l'apiculture. À chaque saison de floraison, le parc national de Xuân Thủy accueille environ 5 000 à 6 000 colonies d'abeilles, avec une production estimée à 70 à 80 tonnes de miel par an. Le parc national de Xuân Thủy est une forêt de mangroves d'origine 100% naturelle. Le miel obtenu à partir de fleurs de perroquet est donc d'une marque confirmée.
Le comité du parc national de Xuân Thủy soutient les apiculteurs en les aidant à promouvoir la marque du miel de forêt des perroquets du parc national de Xuân Thủy. Nous appliquons les sciences dans la production et la transformation pour améliorer la qualité du miel. En 2023, la marque de miel du parc national de Xuân Thủy a été reconnue comme un produit OCOP 3 étoiles. Ces dernières années, dans le parc national de Xuân Thủy, de nombreux autres modèles économiques bio ont été déployés, comme la culture de champignons, l'élevage durable de palourdes et le tourisme communautaire. Ces modèles aident les habitants locaux à avoir des moyens de subsistance durables. Selon les statistiques du département de géologie, le Vietnam compte environ 400 sources d'eau minérale chaude. Plusieurs localités dotées de ces sources thermales sont devenues des destinations touristiques, contribuant au développement et à la diversification des produits touristiques locaux. Tout de suite, reportage est réalisé dans la ville de Tuyên Quang, où se trouve une source d'eau minérale dont la température va jusqu'à près de 70 degrés Celsius. Madame Wan souffre d'arthrose depuis des années. Récemment, elle s'est rendue dans cet hôpital et cette station thermale afin d'améliorer sa santé. C'est ma deuxième visite. Ma santé s'est améliorée depuis que j'ai trempé mes pieds dans ces sources et bu de l'eau minérale. Grâce à cette source d'eau minérale, nous traitons les maladies des os et des articulations, les affections cutanées et les affections avec séquelles post-traumatiques. De plus, nous proposons une thérapie physique avec des équipements modernes et intégrons la médecine traditionnelle pour une approche thérapeutique globale. Située à 150 mètres de profondeur avec des températures allant jusqu'à près de 70 degrés Celsius, cette source d'eau minérale constitue un grand avantage pour développer le tourisme de santé. Cela incite également les investisseurs à créer des expériences de tourisme thérapeutique basées sur les ressources naturelles et la culture locale. Cette source d'eau minérale et cette source de boue sont pures. Nous prévoyons de construire des bungalows et des homestays pour attirer les visiteurs internationaux. La province a attiré de grands investisseurs pour construire des complexes touristiques, des parcs d'attractions et des terrains de golf, offrant aux touristes une variété d'options pour profiter des bains, des sports, de la culture et de la cuisine locale. Le tourisme de santé a diversifié les produits touristiques, prolongé les séjours et les dépenses des touristes dans la province de Tuyên Quang. La province prévoit de mettre en œuvre des politiques pour encourager les investissements dans un tourisme de santé de haute qualité et à maximiser l'exploitation des ressources minérales chaudes. Madeleine Riffaut, militante pour la paix et grande amie du Vietnam, est décédée le 6 novembre à l'âge de 100 ans. Poète, journaliste et correspondante de guerre, Madeleine Riffaut a consacré toute sa vie à dénoncer les injustices. Elle aura vécu 1000 vies sans jamais se départir d'une combativité et d'une soif de justice pour les opprimés qui lui faisaient honneur. Le Vietnam restera l'un des grands combats de son existence qui en a tant connu. Elle a vécu les deux guerres d'Indochine aux côtés du peuple vietnamien et du président Ho Chi Minh qui l'a bien connu. La poétesse qui a été très proche dans l'après-guerre. Andy Solomon est un proto-journaliste présent au Vietnam au premier jour du processus de renouveau. Le Vietnam l'a accueilli avec l'hospitalité d'une nation en forte croissance. Andy y a trouvé des choses spéciales qui l'ont retenu longtemps. À travers ses photos, il a diffusé des histoires sur l'aspiration à la prospérité et l'esprit de paix du peuple vietnamien. Nous en saurons plus dans le reportage qui suit. Inaugurée en octobre dernier, l'exposition intitulée Hanoi, A Time to Remember marque une étape importante dans la carrière du photographe Andy Solomon. C'est la première fois que ces photos personnelles sont présentées au public, en plus des photos de Lebic retraçant la période de développement de Hanoi entre 1992 et 2012.
Les photos de Lebic et d'Andy Solomon font découvrir les divers aspects de la vie quotidienne de Hanoï. Ce ne sont que des images de petits coins de rue, des histoires simples et touchantes racontées par l'art photographique, avec des illustrations. Le but ultime de la photographie est de faire vibrer le cœur des gens. Dans cette exposition, je constate que les deux auteurs ont la même fréquence vibratoire. C'est pourquoi j'apprécie beaucoup cette exposition, qui montre Hanoï à travers de nombreuses étapes différentes, et la beauté de cette exposition réside dans son authenticité. Cette exposition a attiré les visiteurs de plusieurs générations. Pour ceux qui ont traversé les hauts et les bas de l'histoire, les photos d'Andy Solomon et Lebic rappellent les souvenirs des temps difficiles et en même temps la fierté des changements positifs du pays. Quant à la jeune génération, l'exposition lui offre de nouvelles perspectives sur ce qu'ont vécu les ancêtres. Andy Solomon n'était pas le premier journaliste étranger à venir travailler au Vietnam au moment où le pays entamait le processus de renouveau. Mais il s'est attaché à ce pays plus longtemps que beaucoup d'autres. De 1992 à 1999, il a collaboré avec de nombreux grands journaux et agences de presse. Andy Solomon a contribué à présenter dans le monde entier l'image d'un Vietnam ouvert avec des gens sympathiques et travailleurs. Ces photos prises durant ces années décrivent principalement la vie simple et l'optimisme des Vietnamiens. Les premières photos ont été prises dans les rues de Hanoï, non pas dans le centre-ville, mais de l'autre côté de la digue du fleuve Rouge. Lors de mon deuxième ou troisième jour ici, j'ai marché depuis la rue Tong Dan, en passant par la digue, jusqu'à la rivière Rouge, et j'ai découvert un quartier très pauvre, où les gens n'avaient presque rien. Au début, je m'inquiétais un peu, mais, très vite, tous mes soucis ont disparu. J'ai vu des visages souriants, j'ai vu des gens sortir, ils m'ont tendu la main, m'ont invité à m'asseoir et à boire du thé. Ils m'ont accueilli à bras ouverts. Ils étaient extrêmement pauvres, n'avaient presque rien, mais ce qu'ils avaient. Ils voulaient le partager et ils ne me feraient jamais payer quoi que ce soit. Il y a eu beaucoup de petites histoires comme celle-là. La photo derrière vous montre des conducteurs de cyclos dans le vieux quartier de Hanoï. Et dans la maison en face, il y avait une femme avec 2 enfants qui est sortie de la maison avec un bouquet de roses et me les a offerts. Cela me reste toujours à l'esprit. La ruelle Phan Loc à Hanoï est l'un des endroits qu'Andy Solomon avait photographié dès ses premiers jours à Hanoï. 30 ans après, il y est revenu, revoir la famille de l'un de ses personnages. Je suis vraiment désolé d'être de retour ici après 30 ans. C'est un souvenir pour une journée très heureuse. C'était en janvier 1993. Cette femme n'a pas pu contenir ses émotions lorsqu'elle a vu une photo de leur père décédé. Ces émotions sont ce qu'espère retrouver Andy Solomon lorsqu'il réalise un projet personnel appelé « Les échos retracer le Vietnam ». Andy revient cette fois à Hanoï, mais aussi dans de nombreuses localités montagneuses du nord et des hauts plateaux du centre pour retrouver les personnages qu'il avait photographiés pour leur offrir des cadeaux. Pour Andy, ce retour au Vietnam a pour but de redonner à des personnes modestes et apparemment anonymes, mais qui ont eu un impact énorme sur sa vie. Pouvoir leur faire revivre des souvenirs mémorables via des photos, c'est pour lui le plus grand bonheur. Voici tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam.
Voici la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Au revoir et à demain.